9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Bonjour et bienvenue, l'actualité économique jusqu'à 10h, la semaine où l'euro a décroché 1,25 $ aujourd'hui. On se souvient finalement que ce qui avait fait décrocher l'euro après son introduction, c'était tout simplement les difficultés que l'Allemagne avait rencontrées au moment de sa réunification. Et là, on avait touché 80 cents. Alors la semaine où l'euro a décroché, il est certain qu'aujourd'hui nous sommes un peu à court de solutions vis-à-vis du problème grec. On l'évoquera avec Christian Parizeau qui a pondu 3 scénarios. Il y a du meilleur scénario au pire, et bien évidemment. Les populations, en tout cas, ont commencé à faire pression. Il y a des parfums de bank run en Grèce et même des rumeurs sur ce qui pourrait se passer autour des banques espagnoles. Et puis, la réalité économique devient clairement sociale. Alors, la seule question qui se pose, c'est quel est le projet européen que nous voulons construire ensemble ? Ensemble, à combien de pays ? Et puis, il y a la question qui dérange, qui a été très clairement posée par Jean-Marc Daniel. C'était mardi dernier dans les experts du 9-10. L'Allemagne attend la chute de la Grèce pour pouvoir elle-même sortir de l'euro, mais sans avoir à assumer la déliquescence de la monnaie unique. Et hier, sur Twitter, Alexandre Delegue, qui est professeur d'économie à Saint-Cyr-Couët-Quidan, écrivait « Arrêtez de disserter. Si la Grèce sort de l'euro, c'est la fin de l'euro, point barre ». Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Il est actuaire, il est l'auteur de Stop, tirons les leçons de la crise. Ce n'est pas fini, la preuve par les chiffres aux éditions Yves Michel et animateur du blog les-crise.fr. Christian Parizeau, bonjour. Bonjour. Il est économiste chez Aurel BGC. Il m'a envoyé au petit matin 3 scénarios, on les évoquera tout à l'heure. Et François Racheline, bonjour. Bonjour. Conseiller spécial du président du Conseil économique et social, Jean-Paul Delevoye. Il est également professeur à l'IEP Paris et auteur de D'où vient l'argent, suivi de Pour une banque mondiale, publié chez Herman. Est-ce que le recul de l'euro est une très bonne nouvelle et la bonne nouvelle de la semaine? Christian, c'est la bonne nouvelle de la semaine? Non. Parce que c'est une mini dévaluation, ça vaut toutes les TVA sociales, ça donne c'est comme on dirait, c'est super, la Grèce, ils sortent de l'euro, ils vont dévaluer, et puis on regarde que la partie positive de la dévaluation. Le problème, c'est que là, c'est un assèchement, c'est un risque de crédit crunch, c'est un assèchement de liquidité, c'est-à-dire que ce sont des gens qui retirent leurs capitaux de la zone euro. En gros, vous avez 2 solutions, vous êtes défiant vis-à-vis de l'Europe, vous n'avez pas le choix, vous êtes européen, vous payez votre baguette en euros, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez tout sur le Bund. Même si ça vous allez perdre de l'argent in fine puisque vous avez 0 intérêt, mais vous mettez tout sur les obligations allemandes. Et puis l'autre côté, si vous êtes non résident, si vous êtes un asiatique, un chinois qui avait prêté de l'argent à l'Italie, qui avait prêté de l'argent à la Grèce, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur, il dit je vais surtout plus arrêter de prêter de l'argent à l'économie européenne, et donc il retire son argent. Donc c'est quand même bien des sources de financement pour les entreprises à terme, des sources de financement pour les banques. Donc c'est bien un retrait de capitaux qui sort de la zone euro. Donc là, c'est pas un mouvement spéculatif, c'est une défiance. Ça traduit une défiance vis-à-vis de la zone euro. La défiance. Vous avez prononcé assèchement du crédit, risque de crédit crunch. Ça veut dire que la BCE, à très court terme, sera obligée de faire un LTRO numéro 3 et une nouvelle injection de liquidité. Il n'y a pas d'autre solution pour gérer le jour. Voilà. Alors le problème aujourd'hui, c'est timing plus que le fait, est-ce qu'elle va le faire, je dirais. Parce que le faire à très court terme, notamment lors de sa prochaine réunion, est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Est-ce qu'elle n'a pas intérêt à garder des munitions? Et si vraiment ça empirait en Grèce, s'il fallait communiquer à un moment donné parce qu'il y a un vrai choc ou un vrai risque, est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut pas communiquer tout ensemble? Et puis un LTRO aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, apporter des liquidités à qui? Les banques françaises n'ont pas besoin, les banques allemandes n'en ont pas besoin. Celles qui en ont besoin, ce sont peut-être les banques plutôt espagnoles, celles qui italiennes. En ont besoin iraient au guichet, voilà. Et donc, franchement, c'est plus une question de marketing, je dirais, que vraiment une question de besoin. On en reparlera ensemble le 6 juin parce que vous serez là et ce sera la réunion de la BCE et c'est là où on aura effectivement des décisions clés. Dans quel état d'esprit êtes-vous, François Racheline? Généralement, depuis toujours, vous avez été un europhile convaincu et vous avez toujours porté la conviction que nous parviendrons à quelque chose. Et vous avez été le premier à évoquer les project bonds qui deviennent une réalité aujourd'hui. Écoutez, c'est dans les moments les plus difficiles qu'il faut tenir... Rapprochez votre micro, François, parce qu'on va mal vous entendre. C'est dans les moments les plus difficiles qu'il faut tenir à ses idées et qu'il faut les défendre. Mais je voudrais apporter un commentaire supplémentaire à ce qui vient d'être dit. Depuis 2008, il y avait une crise de l'Europe, il y avait une crise de l'endettement souverain. Il n'y avait pas véritablement une crise de l'euro, en dehors évidemment des... C'est juste. L'euro par rapport comme taux de change vis-à-vis du dollar. Depuis quelques semaines, il y a c'est un signe avant-coureur ou un signe assez fort qu'il y a quelque chose qui se passe de plus profond. Et ça, c'est inquiétant. Olivier Berruyer, même question, quel état d'esprit? Alors vous avez généralement une position pas eurosceptique mais europessimiste.
Oui, enfin, moi, je suis également europhile. J'ai pas dit eurosceptique, hein, j'ai dit europessimiste. Je suis même fédéraliste dans l'âme. C'est pas pour ça que je considère que toute décision européenne est bonne et durable. Il n'y a pas de décision européenne pour l'instant. Ah oui, non, mais pour le moment. Pour l'instant, on n'en a pas. Pour l'instant, on a eu une rencontre Hollande-Merkel qui a viré un petit peu à la mésentente cordiale franco-allemande, mais c'est tout. La vraie question, c'est est-ce que l'euro c'est une bonne idée? Si oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour le maintenir? Quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'eurozone, on voit clairement que vous avez à peu près 3 sous-zones monétaires optimales. Vous avez en gros France, Espagne, Italie. C'est important le mot optimal que vous avez prononcé. Au sens de Robert Mundell, qui est normalement les conditions pour qu'une monnaie tienne. Donc vous avez France, Espagne, Italie, vous avez l'Allemagne, Finlande, Pays-Bas, Autriche, et puis vous avez les périphériques qui sont en train de couler, Grèce, Portugal, Irlande. Donc ces 3 zones-là sont potentiellement optimales. Ça veut dire que l'ensemble de la zone, elle, ne l'est pas. Donc naturellement, une monnaie unique ne tient pas sans travail important sur l'ensemble de la zone. Donc pour faire tenir une monnaie unique, il faut des décisions politiques. La décision politique peut être de 2 ordres, c'est-à-dire que où en gros l'Allemagne finit par envoyer ses excédents aux pays déficitaires, donc où on attend, enfin où on fait un pas, non pas juste un saut fédéral qui est un joli terme comme ça, c'est un saut fiscal. Autrement dit, il faut que comme dans un pays, si on considère qu'il y a un pays dans l'Union européenne, l'Allemagne va accepter de payer plus d'impôts pour envoyer ça, pour aider le Portugal. Parce que déjà les hausses d'impôts, les hausses de salaire en Allemagne peuvent être considérées comme un transfert. Alors ça peut être la deuxième partie, ça peut être dans ce cas-là, on fait un choc important de non-compétitivité. Donc autrement dit, il faut que les salaires allemands soient augmentés rapidement de 10-15% pour annuler les déficits des balances de paiement qui sont un problème depuis 60 ans dans le monde et qu'on ne traite pas. Voilà, donc la question, elle n'est plus vraiment économique, à ce moment-là, elle est politique. Est-ce qu'on considère qu'il y a un vrai pays dans l'Union européenne qui ferait qu'il va y avoir naturellement une solidarité fiscale très forte, et est-ce que les Français sont prêts à payer plus d'impôts pour donner aux Grecs? Est-ce que les Allemands sont prêts à payer plus d'impôts pour donner aux Français? En gros, ça revient à ça. Donc la question, elle n'est pas vraiment économique, elle va être politique. C'est une vraie... Alors François Rachid, très vite, on doit marquer une pause, mais c'est le véritable nœud du problème. Et d'ailleurs, Mario Draghi a insisté hier là-dessus. La vie n'est pas que quotidienne. C'est-à-dire que si on voit les choses en permanence au jour le jour, on obtient ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La vraie question que vous avez soulevée, c'est la question du projet européen. Manifestement, il n'y a pas de projet, ou il n'y a plus de projet pour l'instant. Et je trouve que... C'est très important ce que vous venez de dire. Oui, il n'y a plus de projet pour l'instant. Il n'y a plus de projet pour l'instant, on est en panne de projet. Et ce qu'Olivier dit, comme Christian d'ailleurs, c'est très juste, mais c'est très technique. Et ce n'est pas une critique de dire ça. Je ne pense pas que la démocratie, ça se règle avec une calculette. On est face à une question qui n'est pas seulement politique, une question historique. C'est beaucoup plus important. Et je trouve qu'il est très bon qu'on fasse le calcul du coût d'une sortie de la Grèce. C'est exactement ce qu'on avait fait avec le tunnel sous la Manche. Et quand on a vu que ça coûtait beaucoup plus cher de l'arrêter que de le continuer, eh bien on l'a continué. Donc je trouve que c'est très bien de faire ça. C'est une bonne chose. Mais il faut en tirer des conséquences positives. C'est très très difficile de faire le calcul. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ça coûtera cher. Et très cher. Alors après, il y a tous les aspects géopolitiques et purement politiques. Ça coûtera cher monétairement, politiquement, et historiquement, et démocratiquement. Ça fait beaucoup. Mario Draghi nous dit, nous sommes arrivés au point où le processus d'intégration européen demande un grand saut courageux. Il a raison. Alors il a sans doute raison. Il a raison. Mais ça suppose, que chacun est d'accord pour abandonner sa souveraineté. Ça suppose de changer beaucoup de choses, la façon de dépenser l'argent public, la façon de travailler dans les entreprises, la façon de taxer les entreprises, la façon d'organiser l'administration. Pardon de vous interrompre, mais est-ce que vous avez remarqué que c'est le gouverneur de la Banque Centrale Européenne qui prend une position politique? C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Il est 9h14. Open Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. De retour avec Olivier Berruyer, avec Christian Parizeau, avec François Racheline. Alors effectivement, depuis très très longtemps désormais, Christian Saint-Etienne nous dit, vous savez l'économiste qui s'est posé la question sur l'avenir de l'euro et sa survie d'ailleurs, il nous dit du jour où l'Europe devient fédérale, alors qu'elle a moins de dettes, moins de déficits que l'Amérique, qu'elle a des excédents commerciaux, de ce jour-là, la zone euro est la première zone économique du monde. Et Mario Draghi nous dit hier que nous vivons un moment crucial dans l'Union et qu'il faut effectivement faire un grand saut fédéral. Comment vous l'imaginez, François Rachid, ce saut fédéral? Vous l'appelez de vos voeux, mais est-il possible à 17 pays? Les pays en veulent-ils? Les populations en veulent-ils? L'histoire montre que chaque fois qu'on a été confronté à une crise majeure, on est sorti par le haut, pour reprendre une expression courante, on est arrivé. Regardez ce qui s'est passé, je pense que c'est intéressant comme exemple par rapport à ce que nous vivons en ce moment. Regardez ce qui s'est passé au moment de la réunification allemande. Il y avait des techniciens qui disaient il est impossible d'avoir un Ostmark contre un Deutschmark. Ça va fiche la pagaille dans l'économie allemande, ça va créer de l'inflation, etc.
Ça, c'est la position que tenait le gouverneur de la Bundesbank, M. Karl Otto Pöll, si je me souviens bien. Face à lui, il y avait Helmut Kohl qui disait il ne peut pas y avoir des Allemands qui sont un peu moins allemands que les autres. Donc ça sera Heinz für Heinz. Un Ostmark égale un Deutschmark. Autrement dit, il y avait une position technique, une position économique d'un côté, et il y avait une position politique de l'autre. Qui l'a emporté? C'est la position politique. Et la position politique de l'Allemagne, et on en a souffert pendant 10 ans en Europe, mais c'était, je vous le rappelle, l'Allemagne est un pays fédéral. Oui. Et donc elle a intégré une partie d'elle-même qui s'est intégrée dans le fédéralisme allemand. Alors, vous posez la question, est-ce qu'on peut faire un fédéralisme à 17 ou à 5 ou à 8, etc. Je vous ai dit hors antenne que les États-Unis étaient 50. Oui. Les États-Unis étaient 50. Et moi, je vous ai dit que les États-Unis partaient quand même pas du tout de la même histoire. Oui, d'accord. Eh bien, ça fait rien. Mais nous, on a combien de temps d'histoire? On a 50 ans d'histoire en Europe. Évidemment, chaque pays a beaucoup plus longtemps. Alors, on a une crise majeure. On disait tout à l'heure, encore une fois, en antenne, que c'était décisif dans le mois qui vient. Et je pense que Mario Draghi a parfaitement raison. Donc, la question qui est posée maintenant, c'est comment est-ce qu'on construit une Europe fédérale? La grande difficulté pour un pays comme la France, c'est que nous sommes le seul pays, par rapport à tous nos voisins, qui n'a pas du tout d'habitude fédérale et qui a une très faible habitude régionale. Vous prenez tous les autres pays, y compris l'Angleterre, qui est un pays centralisé comme la France, mais dans lequel les communes ont une histoire extrêmement importante, nous, on va avoir un petit peu de mal parce que, comme je l'ai dit, je crois, une ou deux fois ici, on a tendance à voir l'Europe comme une espèce d'hexagone expansé. C'est pas un hexagone expansé, l'Europe. Alors, maintenant, simplement, il a fallu 15 ans pour arriver à cette situation, avec des crises majeures, et pour dire qu'on n'a pas d'autre solution que de construire maintenant le fédéralisme. Ça va être douloureux parce qu'il va falloir repartir sur d'autres bases et il va falloir évidemment conserver la Grèce. Et Christian, ça change complètement notre rapport à l'euro et à l'histoire de l'euro. Oui, je voulais juste compléter sur un petit élément. Quand on parle d'aspect, il y a l'aspect politique. C'est une décision politique, fédéralisme. La Grèce qui sort, c'est une décision de la zone euro, c'est une décision politique. C'est pas une décision économique seulement ou financière. Mais il y a un petit élément aussi, c'est qu'on va voir très rapidement qu'aujourd'hui on arrive au bout des solutions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, on a fait plein de choses, on a mis des mécanismes, des mécanos. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On dit finalement la seule solution c'est les eurobonds. Les Allemands disent non, on ne veut pas d'eurobonds. Mais ils ont raison, ils ne veulent pas d'eurobonds dans l'état actuel. Oui, c'est-à-dire qu'ils disent ok pour faire des eurobonds, mais faites l'union politique, faites un budget européen. Un budget européen. C'est donc un aboutissement, Christian, voilà. Les eurobonds, c'est pas un point de départ. C'est pas un point de départ. Mais c'est un instrument d'aboutissement. Voilà. Donc techniquement, on voit qu'on va pas pouvoir les mettre en place techniquement si on n'a pas mis en place l'aspect politique. Je vous prends un autre exemple. Il y a des fuites de capitaux. Alors on disait de l'euro vis-à-vis de l'extérieur, mais on a le gros problème aujourd'hui des fuites de capitaux du sud de l'Europe vers le nord de l'Europe qui est en train de complètement tuer les économies. Parce qu'il faut bien comprendre, le gros problème qu'on a dans cette zone euro, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas aujourd'hui, vous êtes plus confiance dans la France, vous prenez votre internet en un clic, vous avez ouvert un compte en Allemagne, vous avez transféré tous vos euros. C'est pas illégal. Vous êtes dans une union monétaire, donc c'est normal, mais économiquement, ça a un impact énorme. Si tout le monde fait ça en France, ça a un impact énorme sur le financement des entreprises françaises. Donc aujourd'hui, le gros problème, c'est que ça, il faut l'arrêter. Et le seul moyen de l'arrêter, et ce que propose M. Monti est très intelligent, c'est de faire une garantie européenne sur les dépôts. Donc les gens n'ont plus peur. Ils disent, même si je sors, mon épargne sera conservée, c'est garanti par la zone euro. Mais ça signifie quoi? Vous ne pouvez pas garantir au niveau euro si vous laissez les caras, les caisses d'épargne espagnoles, ne pas publier de compte, de faire n'importe quoi sur le crédit. Il faut avoir une régulation euro. Donc ça veut dire que c'est plus au niveau national la régulation, c'est au niveau européen. Donc vous voyez, toutes les solutions aujourd'hui ont temps. C'est-à-dire que même si on met la moindre chose en place, on met un FESF, on met un MES, mais on voit que tout seul, s'il n'y a pas derrière l'union politique, c'est un échec. Donc je pense qu'on va vers ce fédéralisme où on va mourir. C'est ça. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Dans la note que vous m'avez envoyée, on va vers ce fédéralisme où on va mourir. À votre avis, Olivier Berruyer, on va vers ce fédéralisme et on y va vraiment et on va l'obtenir et le mettre en place ou pas? Pour moi, quand je vois la rencontre Merkel-Hollande, je suis un peu inquiet. Oui. On a eu clairement Hollande, patron de l'Europe du Sud, versus Merkel, patronne de l'Europe du Nord. Oui. Bon, alors peut-être que c'était là, pour la première fois, on avait la réalité des relations franco-allemandes qu'on a masquées depuis toujours. Bien sûr. Et alors, voilà. Oui, bien sûr, mais alors... non, mais bien sûr. Après, mais l'économie, ça va un moment, mais il ne faut pas oublier que le problème, il est politique, il est démocratique, il est sociologique. Et on peut se faire plaisir. Moi, je répète, je suis plutôt fédéraliste dans l'âme, mais je pense que c'est un projet à 50, 80 ans. Enfin, il faut arrêter de rêver. On ne va pas faire un saut
fédéral gigantesque. On ne va pas construire un pays en 15 jours. Le seulement, là, il faudra avoir un système de garantie des dépôts qui soit opérationnel d'ici 3 semaines à mois. L'annoncer. Déjà, les mots, c'est déjà énorme. Les mots seront importants. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on fait des promesses. De toute façon, on va garantir avec quoi? On a 17 pays insolvables qui sont en train de partir les uns après les autres vers des défauts de paiement. Bon, on va mettre une garantie avec quoi? Il n'y a pas 1 euro. Il y a 10 000 milliards de dettes et on va dire, il n'y a pas de souci, en cas de problème, on ira encore emprunter de l'argent pour garantir les dépôts. Enfin, déjà en France, la garantie de vos dépôts, c'est une illusion, parce que si une grande banque française faisait défaut, c'est pas le fonds de garantie qui va sauver. C'est pas le problème. Moi, je pense que c'est. Mais l'illusion, encore une fois, c'est des annonces. Ah oui, non, mais ça, au début des annonces. Mais après, il y a 5 ans d'annonces, c'est bien. Olivier, on n'a pas de milliards, on a des dettes, on a des pays insolvables, mais on a des mots. Oui, avec les mots, déjà, on peut faire des trucs. Oui. Qu'est-ce que Bernanke a pu faire avec ces mots? Oui, ben là, bientôt, on va avoir des mots MAUX, si vous voulez. C'est la petite difficulté de l'histoire. Parce que oui, bien sûr qu'il faudrait avancer vers un saut fédéral pour que ça tienne. Il faudrait aller vers un saut fiscal. Mais est-ce que c'est un pays, l'Europe? Elle est là, la question. Tout à l'heure, François, vous disiez, le problème, c'est la France, elle n'a pas de visée fédérale. Ça va pas être la France, le problème. On l'a vu avec François Hollande. La France, elle est très, très pour. Non, le problème, c'est l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne, elle a envie de payer pour les autres? Est-ce que le peuple allemand a envie de ça? La question, elle est là. Il n'y a pas une réponse absolue. J'ai tendance à penser que non. J'ai tendance à penser parce que je regarde l'histoire. J'ai tendance à penser parce que je regarde la Grèce. On est exactement à 2 ans de crise avec la Grèce. Il n'y a pas eu, mais la moindre solidarité européenne avec la Grèce. Je n'ai pas dit que la France n'avait pas de visée fédérale. J'ai dit qu'elle n'avait pas de culture fédérale. C'est précisément parce que l'Allemagne a une culture fédérale qu'elle ne veut pas imposer des décisions à tous. Alors que la France a plutôt l'idée que lorsqu'on a pris une décision, il faut que tout le monde l'applique. Mais François, vous avez cité à raison l'Allemagne, la réunification allemande. Parce que oui, il y a plein de choix possibles, il y a plein d'alternatives. Il n'y en a pas qu'une, chacune a des conséquences et a des coûts. Bien évidemment qu'on pouvait faire la réunification allemande, ça a coûté un peu les yeux de la tête à l'Allemagne de l'Ouest. Mais l'Allemand de l'Ouest considérait l'Allemand de l'Est évidemment comme son frère. Ils avaient les mêmes grands-parents, il n'y a pas eu de difficulté. Est-ce qu'aujourd'hui les Allemands, ils considèrent les Grecs de la même façon? La question est là. Est-ce qu'ils considèrent que les Français, c'est de la même façon? Moi, après, la question, elle est plus économique. Elle va être très clairement politique. Je suis très inquiet de cette escalade d'engagement où, face à des décisions qui ont été extrêmement hâtives, on a voulu faire une monnaie tout de suite en disant on va faire le pays après. On voit que ça ne marche pas. Ça revient un peu à dire tiens, je vais faire un mariage entre Silvio Berlusconi et Christine Boutin et puis ils vont se mettre d'accord après sur leur notion de la fidélité. On voit assez rapidement qu'on est en train d'atteindre le cœur des valeurs et que la moyenne, elle ne va pas se trouver très facilement. Et qu'il est probable que chacun reparte avec ses billes. Je ne suis pas très inquiet de la Grèce. Je pense qu'elle ne sortira pas de l'euro parce que le peuple ne veut pas sortir de l'euro. Donc ils vont gentiment faire un défaut, expliquer qu'ils ne tiennent pas leurs engagements. Ils vont renvoyer leur balle dans le Conseil européen. Et vu le niveau moyen de courage du Conseil européen, on ne la mettra pas dehors. De toute façon, en plus, on ne peut même pas le faire au niveau des traités. Ce qui est très inquiétant, c'est que quand 1 mois après, 3 mois après, l'Espagne va arriver en disant « S'il vous plaît, les Allemands, aidez-moi », je pense que les Allemands diront « On vous remercie, on a déjà donné, débrouillez-vous ». Et dans ce cas-là, vous risquez en effet d'aller vers un éclatement de la zone euro que je trouve dramatique. D'autant qu'en plus, on pourrait se poser calmement et réfléchir à qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en 1989. On voit très bien qu'aller faire une zone monétaire à 17, c'est n'importe quoi. Déjà, historiquement, ça ne marche à peu près jamais entre 2 ou 3 pays. Aller mettre l'Allemagne, la Slovaquie, la Grèce, maintenant l'Estonie, pourquoi pas le Mali bientôt. On voit qu'effectivement, on est en train de jouer, de faire du politique parce qu'on se fait plaisir à faire un petit traité, à battre une monnaie. On voit rapidement qu'au bout de 5 ou 10 ans, vous avez des problèmes mortifères qui apparaissent. Moi, j'ai tendance à avancer l'idée de dire que vous avez en gros 2 zones monétaires là-dedans, il fallait 2 monnaies. Si on avait dit on passe de 17 monnaies à 2, et puis donnons-nous 20 ou 30 ans pour aller vers une fois qu'on aura fait des vrais sauts fédéraux, une fois qu'on aura d'abord construit un État, on fera une monnaie, et non pas l'inverse, parce qu'aujourd'hui la seule et vraie question, c'est qu'est-ce que veulent les peuples? Qu'une petite élite s'amuse en disant il n'y a qu'à fusionner, pourquoi pas? Qu'est-ce que veulent les peuples dedans? On va marquer une pause. Vous allez réagir à la question qu'est-ce que veulent les peuples? On va se poser également la question de savoir quels sont aujourd'hui les différents scénarios que vous avez pu évoquer, Christian Parizeau. Il est 9h27. 9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec Olivier Berruyer, auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, édition Yves Michel, et animateur du blog les-crise.fr. Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC, et François Racheline, conseiller spécial du président du Conseil économique et social Jean-Paul Delevoye, et également professeur à l'IEP à Paris. Alors il y a pas mal de réactions d'auditeurs, et notamment une qui vous concerne directement, Olivier. Avant, j'étais amoureux d'Olivier Delamarche, écrit Eric depuis Bruxelles.
Mais à présent que j'entends la pertinence fabuleuse d'Olivier Berruyer, mon cœur balance. Quel éclairage sur la situation. Merci à lui, dit Eric. Bon. Je ne le connais pas. Hein. Non. La prochaine grande étape prévue par nos dirigeants est une monnaie mondiale. Souvenez-vous de la tour de Babel, m'écrit Franck. Et puis Antoine, je bosse dans une SS2I, je suis en ce moment en mission dans une entreprise publique. Le gars en face de moi passe sa journée à lire des romans. Il a 31 jours de RTT. À 16h30, c'est le bouchon à la sortie du parking. Vous m'expliquez qu'il faut que je paye 10% de plus pour payer la retraite à 50 ans des fonctionnaires grecs. Stop aux raquettes déguisées en solidarité. Il y a Gilles, le fédéralisme, cela consiste-t-il à donner indéfiniment à un pays qui est entré par effraction dans le club? Il y a Ludovic qui nous dit, pour un fédéralisme européen, j'ai bien peur qu'il faille consulter les peuples justement. J'ai bien peur que la réponse soit celle des Allemands pour les eurobonds. Ou encore Alexandre, arrêtez avec vos considérations sur les peuples européens. Aujourd'hui, je ne me sens pas plus proche d'un Allemand que d'un Japonais. Est-ce que ça vous dérange, par exemple, Christian, ce que nous a dit tout à l'heure dans une longue tirade notre ami Olivier Berruyer? Est-ce qu'il dit finalement tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas et n'ont pas envie d'appliquer avec les mêmes mots parce que ça dérange, à votre avis? Le problème, c'est qu'on a fait l'Europe pour une logique purement financière, économique, qui a un sens, qui a un vrai sens, parce qu'on était des nains au niveau mondial, et que face à la Chine, l'Europe, c'était une bonne idée, face à la Chine et les États-Unis. Donc c'est vrai que on l'a fait au niveau économique, et ça, c'est un moyen aussi quand même de créer de la croissance, de préserver des emplois. Donc il ne faut pas le sous-estimer non plus, cet aspect euro. Hein. Ça a marché 10 ans, on a eu 10 ans d'eurobonds, où la Grèce empruntait comme l'Allemagne. Voilà. On a eu une possibilité, je dirais qu'économiquement, ça a été quand même un levier très important, et je ne suis pas sûr que nos pays n'auraient pas traversé des crises beaucoup plus importantes, notamment après, avec tout ce qui s'est passé au niveau international, s'il n'y avait pas eu l'euro. Il ne faut quand même pas le sous-estimer. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas trop demandé l'avis au peuple, parce qu'on a fait des référendums, mais bon, c'est passé un petit peu au-dessus d'aventure, il disait non, voilà, on trouvait un biais. Voilà, et puis on n'a pas non plus mis en avant aux gens en disant, mais à terme, vous savez, ça veut dire qu'il y aura une sécurité sociale européenne, et que la sécurité sociale européenne, ça sera peut-être le plus petit dénominateur commun de tous les pays européens, parce qu'on ne raisonne pas de la même façon en Europe. Parce que comme on parle aujourd'hui d'écart du coût du travail, c'est un coût du travail parce que c'est lié d'héritage passé sur le financement des prestations sociales. Donc si on dit demain on fait du fédéralisme, regardez aux États-Unis, il y a une sécurité sociale. C'est ça le fond de l'histoire. C'est qu'aux États-Unis, que vous soyez californien ou vous viviez à New York, vous avez une sécurité sociale. Donc après, on n'a peut-être pas expliqué ça. Alors c'est facile de le dire a posteriori parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des vraies questions. On n'a pas expliqué aux gens quelle serait leur vie quotidienne lorsqu'ils seraient citoyens européens. C'est un peu ça. Ouais, surtout, on a masqué. On a dit non, mais vous inquiétez pas, ça sera encore décidé au niveau national. Et on s'aperçoit que ça marche pas. Donc, philosophiquement, et ça demandera peut-être une nouvelle génération, il va falloir faire comprendre aux gens qu'il va falloir vraiment converger sur la fiscalité, la protection sociale, sur plein d'éléments qui demandent du temps à être mis en place. Mais ça, je dirais que ça, c'est pas ce qui va remplir à très court terme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'aujourd'hui, on est face à un mur. Alors, quand on parle de fédéralisme, on mélange le long terme qui va mettre encore 10 ans, et je ne sais pas si on le fera, on verra après, peut-être que les peuples le rejetteront, et puis à très court terme, comment on sort de ça? Parce qu'il y a un coût. Alors moi, je veux bien que les peuples disent « je veux plus de l'Europe », mais si la zone euro explose, le coût sera monstrueux. Alors on en reparle dans un instant, Christian, parce qu'effectivement, c'est l'objet d'ailleurs d'un mail que j'ai reçu, un auditeur qui est convaincu que la sortie de la Grèce serait une chance pour la zone euro, écrit Gérard. Votre avis, François Racheline, sur effectivement que veulent les peuples, nous ne le savons pas forcément, même si on peut avoir une petite intuition. Et finalement, ce fédéralisme, ce choix politique, ce saut, faut-il le faire uniquement par décision politique, en s'affranchissant de la volonté populaire? Mais moi, je suis très surpris qu'on dise les peuples n'ont pas été consultés. Les peuples, après la Seconde Guerre mondiale, les peuples européens étaient là, étaient fatigués, étaient meurtris, et la seule chose qu'ils voulaient, c'était reconstruire la paix. Ils ont tous voté pour une construction pacifique de l'Europe. Je crois que c'est invraisemblable de dire qu'ils n'ont pas été consultés, premièrement. Deuxièmement, il faut peut-être faire une différence entre les peuples et l'opinion publique. Lorsque Roosevelt dit en 1944 qu'on ne gagne pas une guerre contre l'opinion publique, il a raison. Mais le peuple français en 1940 était près de la défaite. Il a fallu un homme qui l'a tiré, donc quelqu'un qui éclaire. Ou plus exactement, quelqu'un qui propose un projet. Et qui donc dit, je ne vous demande pas des sacrifices, je vous demande des efforts. Et si vous faites des efforts, voilà à quoi on va aboutir. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que tout ce qui a été dit est juste, mais ok, très bien, c'est fini maintenant. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? On peut pleurer, on peut dire qu'on a eu tort il y a 10 ans, on peut dire qu'il aurait fallu faire autrement. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne va même pas refaire le référendum. Mais on ne peut même pas refaire ce qui s'est passé hier. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Donc, quels sont les actes qu'on doit engager? Et la question qui est posée par un de nos auditeurs ou téléspectateurs, c'est-à-dire, ça serait une chance de sortir de la Grèce, eh bien, il faut mettre sur la table ce que ça coûte de sortir de l'Europe, exactement comme Jacques Delors
avait proposé de faire le coup de la non-Europe. Qu'est-ce que ça coûte de ne pas faire l'Europe? Et je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça coûte d'arrêter le tunnel sous la Manche? Ça coûtait 3 fois plus que de le continuer. Et je pense qu'il y a des scénarios, moi j'en ai pas connaissance, mais Christian m'a gentiment dit qu'il allait me les envoyer, bon c'est très gentil, mais je pense que ce qui est important maintenant, c'est de mettre sur la table pour que les peuples soient informés, de mettre exactement ce que ça coûte de faire sortir la Grèce. Alors on va effectivement... Pas uniquement de manière monétaire, ni financière. J'ai bien compris. On arrive au terme de 15 jours, Christian, où la question de la sortie de la Grèce n'est plus tabou, tout le monde se la pose et tout le monde spécule sur... Et moi, j'ai eu un jour 2 invités dans cette émission qui m'ont dit que la sortie de la Grèce était devenue un problème technique, juridique, une histoire d'avocat, hein, avec des simples documents. Et puis j'en ai certains qui me disent que c'est la fin de la zone euro. Et là, vous avez sorti 3 scénarios. Le premier scénario, la Grèce reste dans l'euro, mais avec une rigueur aménagée. Le deuxième, la Grèce fait défaut, mais reste dans l'euro. Et le troisième, la Grèce sort de l'euro. Et beaucoup de gens se disent, bah, c'est la solution, ils sont rentrés, ils ont grugé, ils ont menti. Allez, ciao. Et ça ira beaucoup mieux pour tout le monde. La pomme est pourrie dans le panier, retirons la pomme pourrie et les autres ne seront pas gangrénés. Seulement, c'est pas si simple. Et vous décrivez, et je vous laisse répondre, tous ceux qui pensent que la sortie de la Grèce aurait un impact positif, là, se trompent tous. Oui, de toute façon, ça c'est clair. Non, mais c'est essentiel déjà. Oui, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a, comme toujours, il n'y a pas... c'est pas tout blanc, tout noir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le scénario miracle. Tous les scénarios ont un coût. Les 3 scénarios qu'on a fait, ça a un coût. Aider l'Europe, aider la Grèce encore, ça a un coût pour l'Europe. Dire à la Grèce, alors ça c'est ce que voudraient les politiques grecs, c'est le scénario un peu 2 qui est pour moi un peu bancal. Et qui le défaut, mais je reste dans l'euro. Voilà, ça c'est idéal pour les Grecs. Ils disent c'est le beurre et l'argent du beurre. Je rembourse plus ma dette, j'ai moins d'efforts de rigueur à faire parce que je serai encore en déficit budgétaire, mais bon j'ai plus la charge de la dette à payer, donc c'est génial. Je vais pouvoir un peu atténuer la rigueur, mais je reste dans la zone euro, l'épargne grecque, tout le monde, personne n'est ruiné, le système bancaire. Bon, alors ça pose des problèmes. Ça posera des problèmes, pourquoi? Parce que vous avez le système bancaire qui va exploser dans ce cas-là, parce qu'ils ont encore des dettes, eux, ils auront le défaut de paiement de l'État, et ils ont encore dans leur bilan de la dette d'État. Ils pourront plus se refinancer auprès de la BCE. Est-ce que les Européens vont accepter de financer les dépenses courantes de l'État grec s'ils font défaut sur leur dette? Ben, bien sûr que non. Donc on voit qu'arrivé un moment, la rigueur qu'ils rejettent, il va falloir qu'ils la mettent beaucoup plus, parce qu'il va falloir qu'ils deviennent autonomes financièrement sans les aides du FMI ou de l'Europe. Donc on baisse les dépenses au niveau des recettes. Et voilà, arrivé à ce moment-là, ça sera bien plus violent que ce que propose l'Europe. Donc in fine, c'est pas tenable politiquement, même au niveau de la Grèce. Donc le scénario 2, c'est soit je baisse le front et je reviens sur la solution 1, ou alors je reviens sur la solution 3. Mais la solution 3, c'est très compliqué à mettre en place. La solution 3, c'est quand même... C'est la sortie. Hein. C'est la sortie. Va falloir gérer les billets de banque. C'est pas du tout évident, hein, avec les risques. Je vous prends un exemple. J'ai eu une réflexion, très rapidement, j'ai eu une réflexion d'une personne qui m'a dit, mais alors je vais plus accepter les pièces qui ont une face avec la face grecque d'un côté. Parce que ça voudra dire que c'est de la future monnaie grecque. Bah non, la BCE peut pas laisser permettre ça. C'est une défiance vis-à-vis de la monnaie européenne. Donc on peut pas dire qu'une simple pièce, qu'on va pas commencer à éplucher nos pièces. Donc il y a un vrai problème de gestion de la population. Et un élément que les gens ne prennent pas en compte, quand ils nous disent, c'est fait, on sort la Grèce, le 1er janvier 2013, c'est fait. Mais il y a 6 mois à vivre. Et 6 mois dans lesquels vous allez avoir des mouvements de capitaux monstrueux, des mouvements boursiers, des problèmes de banques qui vont plus pouvoir se refinancer, des gens qui vont plus vouloir prêter aux banques européennes parce qu'ils disent il y a ça, mais peut-être même plus prêter aux banques américaines parce qu'elles ont peut-être prêté aux banques européennes. Je ne sais pas si vous imaginez les conséquences. 6 mois sur les marchés financiers, vous mettez par terre une économie. Et c'est ça qu'il faut surtout avoir en tête, c'est la durée d'exécution. Et ça, on ne le fera pas en un week-end. Et ça peut être un très gros impact économique. C'est 6 mois, même si c'est que 6 mois entre-temps. C'est court au niveau historique, mais c'est très long économiquement et financièrement. Il est 9h44. Intégral Bourse dans 15 minutes avec BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. Des réactions d'auditeurs. Bruno écrit: regardez l'ex-Yougoslavie, cette fédération a bien fonctionné jusqu'au décès de Tito. Cela ne fonctionnera jamais à cause des nationalistes, dit-il. Sont consultés France-Irlande, écrit Yannick. Oui, mais on ne respecte pas leur vote, on les contourne. Et puis, dernière réaction, celle de Benoît. Messieurs, prétendez-vous que les peuples ont été consultés il y a quelques mois pour le MES, le mécanisme européen de stabilité? La majorité des Français ignorent exactement ce que c'est. Il faut reconnaître qu'il a complètement raison, Benoît. Parce que même
le débat parlementaire a été passé sous silence. Même le débat parlementaire, et les socialistes se sont abstenus, tout en exigeant de la part de Mme Merkel des eurobonds aujourd'hui. Alors, on a eu effectivement les trois scénarios et le saut dans le vide, le mystère, le néant, l'inconnu absolu si la Grèce sortait avec Christian Parizeau. Dernière réaction sur ce sujet avec François Rachline, puis Olivier Berruyer. Allez-y, François. Bon, alors, dépassons un tout petit peu les scénarios qui sont extrêmement intéressants et imaginons qu'on a surmonté la crise grecque. On parlait au tout début de l'émission d'un projet. Oui. Bon. Regardez les grands chocs d'offres qui ont eu lieu depuis 150 ans dans l'économie mondiale. Ils sont à peu près tous venus d'Amérique. Même si les choses n'ont pas été inventées en Amérique. L'automobile, l'aviation, le cinéma, la télévision, la recherche spatiale, Internet. Je pense que l'Europe pourrait prendre le leadership d'un grand choc d'offres qui serait par exemple la décarbonisation ou par exemple les grandes économies d'énergie. Donc la vraie question, la grande question qui est posée, c'est que l'Allemagne a fait cavalier seul en disant j'arrête le nucléaire et ils sont en train de remettre du charbon. Donc là, il me semble qu'un scénario d'espoir qui permettrait de dire ben voilà, on règle la question grecque qui est peut-être une question technique ou en tout cas on la rapporte à une question technique parce que pas politiquement, on va vers le fédéralisme, mais on se donne un grand projet, et ce grand projet, c'est celui-là, et on peut décrire, dans les 15 ou les 20 ans qui viennent, quelle sera la vie quotidienne des gens si on réussit ce scénario. Donc on leur demande des efforts pour obtenir un résultat. Olivier Berruyer, pour clore ce chapitre, qui malheureusement n'est pas clos, mais enfin, aujourd'hui, on va en rester là. Oui, par rapport à ce qu'on disait, effectivement, la difficulté, c'est qu'on est face à différents scénarios possibles qui, au final, sont tous coûteux, douloureux et globalement mauvais. Il arrive dans l'histoire qu'on soit face à des situations difficiles. L'absence de bonnes solutions. D'ailleurs, il l'écrit, Christian, rien ne sera simple, rien ne sera évident. Et c'est en partie lié à une accumulation de mauvais choix stratégiques majeurs qui ont été faits depuis 40 ans. Il y a 40 ans de déficit, plus une monnaie unique. Oui, bon, d'accord, Olivier, mais là, bon, maintenant, ça y est, on y est. Là, on va pas refaire l'histoire depuis 40 ans, donc... Ah ben, c'est pas de faire l'histoire depuis 40 ans, mais après, c'est peut-être le moment de se poser des bonnes questions aussi, c'est-à-dire d'analyser les erreurs qui ont été faites dans le passé, et de considérer que ce qu'on a fait dans le passé, c'était d'excellentes idées, et puis surtout qu'il faut continuer, surtout qu'il faut toujours remettre au tapis. La BCE remet a priori encore pas loin de 100 milliards cette semaine pour aider les banques grecques, sachant que la Grèce, si ça se trouve, dans 3 semaines, voudra partir. Il y a eu 18 partir. milliards d'obligations du Fonds européen de stabilité financière débloquées mercredi. C'est ça ou la mort, Olivier. Mais c'est ça ou la mort. Oui, mais est-ce que ça empêchera la mort? Quand vous êtes en train Parce que la mort, c'est encore plus douloureux. Quand vous êtes en train de mourir sur la voie publique, si on ne veut pas immédiatement une transfusion, vous mourrez. D'accord. Donc voilà. Donc alors on peut choisir de laisser mourir. Mais là on choisit de ne pas laisser mourir. Alors ça ne veut pas dire qu'on va guérir, ça ne veut pas dire qu'on sait comment on va traiter, ça ne veut pas dire que dans les 8 jours qui viennent on va s'en sortir. Mais on évite la mort. Et là il n'y a que 2 gestes. La question c'est faut-il légaliser l'euthanasie souverain, globalement? Oui, non mais c'est aussi une question parce que est-ce que l'euro il survivra ou survivra pas? Si à la fin il ne survit pas, on est bien d'accord que tout ce qu'on fait, c'est des âneries colossales. Mais non. Comment ça, mais non? C'est de l'urgence. Hein. La BCE aujourd'hui n'aide pas les banques grecques. Il y a un défaut des banques grecques. Ouais. Donc il y a une conséquence. Regardez le Crédit Agricole, à mon avis, ira très mal. Donc si le Crédit Agricole va très mal, BNP va très mal. Paribas, et vous et moi, on va très mal. Et on va très mal. Donc aujourd'hui, dans la structure actuelle, on ne peut pas. D'accord. Après, si on met en place une nouvelle structure... Est-ce que vous me garantissez que dans 6 mois, ça n'arrive pas? Ben non. Non, non, c'est. Mais est-ce que je vous garantis pas tous ensemble dans 6 mois? Non, mais je vous garantis que si on ne le fait pas, c'est pas dans 6 mois qu'on est mort, c'est demain matin. D'accord. Mais il faut arrêter d'employer le mot mort qui est un peu brutal et unique. Le problème, c'est que c'est simplement que les problèmes deviennent de plus en plus gros. La Grèce, il y a exactement 2 ans, à ce moment-là, j'avais dit, vaudrait peut-être mieux qu'on réfléchisse pour voir si la Grèce peut rembourser. Sinon, vaut mieux qu'elle fasse défaut tout de suite. Ça évitera d'emporter tous les autres pays européens dans le trou avec elle. Évidemment. On a mis 200 milliards et maintenant la Grèce est en train d'être à la limite de partir et de dire bah voilà, je fais un défaut et un défaut extrêmement douloureux. C'est la première fois qu'un État va faire défaut sur des dettes directement à d'autres États avec les conséquences sur l'Europe qui vont être quand même extrêmement intéressantes. Ni les peuples ni les États ne sont hyper rationnels. Oui. Ça ne marche jamais comme ça. On est bien d'accord. Bon voilà. Mais on est bien d'accord. Même si vous avez eu une vision extraordinairement rationnelle il y a 2 ans et je vous l'accorde, c'est pas pour ça qu'automatiquement ça convainc tout le monde. Quand on est hyper rationnel, on n'arrive pas forcément à persuader et à convaincre. La question qui est posée aujourd'hui, je ne dis pas que vous avez tort dans votre raisonnement, je dis que si on ne réagit pas de manière urgente, alors on va vers une situation qui sera irréparable. Mais de toute façon, je ne garantis pas qu'elle est réparable dans l'avenir. Christian Parizeau et Olivier Juste un mot, le coût sera d'autant plus élevé que si on le prépare pas.
C'est-à-dire qu'on peut essayer quand même un petit peu d'atténuer les choses. Donc de dire du jour au lendemain, ça y est, on laisse tomber la Grèce, débrouillez-vous, on fait rien, c'est la pire des situations. C'est un coût financier et des effets contagieux monstrueux. Donc il faut quand même le gérer. Maintenant, vous dire, est-ce que dans 6 mois la Grèce sera encore dans la zone euro? Je ne peux pas vous répondre à cette question aujourd'hui. Je ne sais pas, parce qu'il y a une partie qui dépendra des résultats des élections du 17 juin, les législatives. Qu'est-ce que va décider le peuple grec? On ne va pas prendre une décision contre le peuple grec. Donc il y a déjà cette possibilité qui est une énorme incertitude, ce qui fait peur au marché actuellement, mais c'est une énorme incertitude. Et après, il y a un ensemble d'éléments. Faut pas oublier, on est là, le cas grec, mais qui s'interpose aussi dans tout comment on va relancer la croissance en Europe. Il y a plein d'autres problématiques aussi. Et tout ça, c'est entremêlé. Donc c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une vision. Mais la problématique, la Grèce m'inquiète peu. De toute façon, si la Grèce sortait de l'euro rapidement, ça voudrait simplement dire que l'Allemagne veut la fin de l'euro très rapidement. Bon, c'est ce que disait Jean-Marc Daniel. Ce qui m'inquiète, c'est l'Italie. Ce qui m'inquiète, c'est les gros pays. C'est sûrement pas un petit pays comme la Grèce. Il reste 3 minutes. La question, j'aimerais savoir pourquoi on ne se pose pas la question. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à 2 monnaies dans la zone? Quels seraient les avantages? Quels seraient les inconvénients? Quels seraient les coûts? Tout en gardant un euro qui pourrait être une monnaie unique entre ces deux sous-monnaies-là. On ne se pose pas la question. On considère qu'il faut continuer l'euro. Que vous l'avez dit tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que les peuples ont été consultés. Évidemment, la plupart des peuples veulent une construction européenne, mais je pense qu'ils ne veulent pas celle-là. Je pense qu'ils ne veulent pas forcément l'euro. Il faut arrêter de lier l'euro, le maintien de l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a 10 pays dans l'Union qui n'ont pas l'euro. La paix, la guerre. Enfin, bientôt, on a l'impression que s'il n'y a plus d'euros, on va tous mourir dans de grosses souffrances à brève échéance. Réfléchissons intelligemment aux solutions qui ne sont pas forcément d'en venir à 17 monnaies, qui seraient sans doute les pires, les plus coûteuses. Il y en a peut-être des plus intelligentes. Il y en a peut-être des intermédiaires qu'on aurait pu faire précédemment. En tout cas, c'est clairement l'idée développée par Christian Saint-Etienne depuis 2 ans d'une double zone avec 2 banques centrales et 2 monnaies. Allez, on a 2 minutes 30, on va terminer sur l'autre événement de la semaine. C'était il y a exactement une semaine. On avait tous endossé des sweats à capuche sur BFM Business, ça a pas mal fait rigoler. C'était l'entrée en bourse de Facebook. Le storytelling a parfaitement fonctionné. La machine à fabriquer des histoires a vendu une fable à 104 milliards pour une boîte qui fait 1 milliard de profit. Aujourd'hui, Morgan Stanley, qui a été la banque introductrice de Facebook, est quand même montré du doigt pour avoir tiré au maximum la fourchette d'introduction, tout en sachant que le chiffre d'affaires était revu à la baisse sans l'avoir dit. Comment vous vivez cette semaine de Facebook? Est-ce que c'est un piège à gogo? Est-ce que c'est une arnaque boursière? Est-ce qu'on a permis à Zuckerberg et ses copains de la première heure de partir en retraite tout de suite à 30 balais avec un gros pactole? Comment vous avez vécu cette histoire? Comme le signe d'une nouvelle, comme le signe de quelque chose d'assez nouveau et d'assez curieux qui est apparu. C'est-à-dire C'est-à-dire une entreprise qui est fondée uniquement sur des affichages. Elle ne fait rien d'autre que d'afficher. C'est-à-dire que si on affiche nos différents profils, et puis là-dessus, on valorise de manière boursière. Alors, vous savez que les 3 premières communautés au monde, c'est 1, la Chine, 1,350 milliard, 2, l'Inde, 1,170 milliard, et 3, Facebook, presque 1 milliard, enfin plus de 900 millions. Oui, un humain sur 7, oui. Voilà, bon. Donc, c'est assez intéressant, moi je vais étudier ça de manière un peu plus précise, de voir quelque chose qui est fondé exclusivement sur une espèce d'économie circulaire déconnectée de toute autre réalité que le simple affichage des intérêts individuels. C'est intéressant. Air France vaut 1 milliard en bourse en ce moment, c'est-à-dire l'équivalent de 8 ou 9 avions alors qu'ils en ont 200. Christian Parizeau. Non, mais le problème, c'est comme toujours, ça mélange beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'échec de l'introduction en bourse de Facebook, c'est plein de choses. C'est GM qui a dit, je vais couper mon budget publicitaire sur General Facebook. Motors qui retire 10 millions d'euros juste avant. C'est le fait qu'on a monté la sauce, qu'on a fait croire aux gens, vous utilisez tous les jours Facebook, donc ça vaut très cher. La preuve, le temps que vous passez devant. Mais on n'a pas regardé le business, on a regardé la marque, on a regardé. On a confondu la marque et le business. Oui, on a confondu la marque et le business. On dit un vieil adage, achetez en bourse ce que vous achetez dans votre vie quotidienne. Ça marche pas toujours, hélas. C'est pas toujours vrai. Donc il y a ça, il y a sûrement des niveaux de valorisation parce que naturellement il n'y a pas de business model, donc on peut tout prévoir. Il y a quand même une réalité économique. Je suis pas totalement noir sur Facebook. Facebook réussit à avoir une audience mondiale et on capte du cerveau, vous savez, le fameux temps de cerveau, on essaye disponible de millions d'utilisateurs. Donc ça vaut peut-être quelque chose. Maintenant, oui. Mais quoi? Et là le problème. Donc, est-ce qu'il fallait l'introduire en bourse, tout bêtement? Est-ce qu'aujourd'hui le rôle de la bourse c'est de faire du capital risque? Est-ce qu'aujourd'hui le rôle de la bourse c'est de dire à des petits épargnants faites du capital risque? C'est peut-être un mot, Olivier. La SEC s'est emparée du sujet, le Sénat américain aussi, ça devient politique. Un mot très rapide sans rentrer dans les détails de Facebook. Je fais le lien entre l'introduction de Facebook et le fait que l'Allemagne ait levé plusieurs milliards d'euros cette semaine à taux zéro, au 0,07%, qui me fait simplement penser que l'avenir est au gogo en fait. Il est 9h57.